Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. Aujourd'hui, c'est parti pour un épisode très personnel. J'ai envie de te parler de mon accouchement. Il y a plusieurs raisons pour cela. Déjà parce que j'ai accouché à domicile et que mon accouchement était peut-être classique il y a 100 ans en arrière, mais que clairement, à l'heure actuelle, c'est plutôt atypique. Et que je pense qu'accoucher à la maison, c'est un sujet encore trop tabou dans notre société actuelle. J'ai envie d'en parler aussi parce que moi, en tant que jeune femme, j'aurais aimé en fait avoir des récits comme le mien, et des récits d'autres personnes d'ailleurs, plutôt que, les récits enfin, on va dire en plus, que les récits, de ma mère qui, par exemple, si je lui demandais comment s'était passé son accouchement, me répondait que c'était il y a trop longtemps, qu'elle se souvenait pas de tout, que tout s'est bien passé, alors que clairement non. Hem, ou les récits de mes copines qui me racontaient, leur expérience à elles, qui allait, de l'expérience fantastique à des expériences cauchemardesques, mais où j'avais pas tous les détails et au final ça m'aidait, mais pas forcément tant que ça non plus. J'ai aussi envie de te parler de mon accouchement parce que je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas de hasard dans la manière dont on accouchait et que finalement on venait à ce moment-là de notre vie, avec tous les bagages qu'on avait, hérités, de nos mères, nos grands-mères, de notre lignée de femmes, du collectif et qu'accoucher, ça pouvait être, traumatisant, mais ça pouvait aussi, réparer des choses, ce qui a été le cas pour moi. C'est vraiment venu, guérir certaines choses pour moi et ma mère et qu'il y a un côté un peu mystique là-dedans que j'aime bien. Et aussi parce que, finalement, quand tu accouches, tu mets pas juste au monde un petit être. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Je pense que tu deviens, en fait, un portail entre 2 mondes et que tu fais passer une âme d'un monde à l'autre et qu'en fait, c'est quelque chose de sacré, que c'est aussi une grande initiation et j'aimerais tellement que ce soit, perçu comme tel et respecté comme tel et ça aussi, je trouve que, ça manque un peu. Avant de commencer, je veux juste préciser que chaque accouchement est unique et qu'il est important que chaque femme accouche comme elle le souhaite. Le but n'est vraiment pas de dire que mes choix sont meilleurs que les autres ou pas, mais juste de faire un témoignage de ce que moi j'ai vécu parce qu'au final, c'est tout ce que je peux faire. Je peux juste raconter mon histoire. Je suis pas une sage-femme, je suis pas spécialisée là-dedans, mais je peux partager ce qui s'est passé pour moi. Il faut bien comprendre que, comme beaucoup, je pense que, j'avais très, très peur de l'accouchement, de la douleur, de ce qui allait se passer, probablement à cause des films qui dressent pas le meilleur portrait possible de ce moment-là, entre, les films hollywoodiens où la femme est en train de hurler, en sueur et de perdre ses os au milieu de l'ascenseur, ou, les films d'époque, où le mari doit choisir, qui va vivre entre sa femme et son enfant. Je pense vraiment que, le cinéma ne nous rend pas forcément service de ce point de vue-là et que finalement l'accouchement qui est démontré dans les films est très loin de la vérité. On voit pas, les heures, on voit pas tout ce qui se passe. Donc voilà, donc je suis vraiment arrivée en ayant très, très peur et ce qui m'a aidée, c'est un peu malheureux à dire, mais avant cet accouchement, j'ai fait, un avortement et j'ai fait une fausse couche. Et la fausse couche aussi, traumatisante qu'elle a pu être, parce que c'était en 2020, en plein covid et voilà, ça ce sera, un autre épisode. Hem, mais ça m'a appris quelque chose de fondamental. Ça m'a appris que je pouvais accoucher, que je pouvais le faire et surtout que, comme c'était, au milieu de la nuit, chez moi, il y avait juste mon chéri et moi. La seule chose qui finalement m'a soulagée, alors que j'étais pas préparée, j'avais 0 préparation pour cet accouchement-là, c'était de me mettre dans un bain chaud et je me suis rendu compte à quel point l'eau chaude, en fait, me permettait de vivre mes contractions un peu moins intensément qu'en dehors de l'eau. Et donc après ça, il y a une chose qui est devenue super claire pour moi, c'est que je voulais accoucher dans l'eau, peu importe si c'était en maison de naissance ou à la maison. Mais ça, c'était voilà, la chose, que je savais.
Donc je suis vraiment commencé ma grossesse sans savoir où je voulais accoucher, mais plus je progressais dans ma grossesse et plus j'apprenais de choses parce que, j'ai suivi une formation en hypnobirthing d'ailleurs, plus l'accouchement à la maison est devenu une évidence pour moi, mais aussi pour mon chéri. La dernière chose qui a fini de nous convaincre, c'était un webinaire organisé par des sages-femmes, de l'hôpital d'à côté, où elles nous parlaient justement de tous les bénéfices, de l'accouchement à la maison, comment s'y préparer, ce qui allait se passer pour nous et ça a vraiment fini de nous convaincre. Il faut bien comprendre que, une métaphore en tout cas que j'ai adorée dans mon cours, d'hypnobirthing, c'était qu'accoucher, ben, il faut s'imaginer que c'est un peu comme faire caca en public. C'est un peu les mêmes enjeux. C'est-à-dire que, plus ton corps est détendu et relâché et mieux ça va se passer. Donc quelles sont les conditions dans lesquelles tu as envie justement, d'accoucher? Parce que si tu imagines, devoir faire caca en public, ben, peut-être que tu as pas envie d'être, à l'hôpital justement avec, un docteur, ou une infirmière, qui passe toutes les 5 minutes, regarder combien tu es dilatée, te tritouiller, avoir des inconnus qui passent, voilà. En tout cas, pour moi cette image a été très, m'a beaucoup aidée dans mes choix et où je me suis dit: «Ben, en fait, à la maison, je serai plus à l'aise. Je serai vraiment plus à l'aise, plus détendue et donc je sais que pour moi, ça se passera mieux comme ça». Le confinement, le Brexit et d'autres mesures m'ont poussée à choisir aussi d'accoucher en Angleterre. Parce que la première fois que j'étais enceinte, j'avais commencé mon processus en France, ne sachant pas trop si je voulais accoucher en France ou en Angleterre. Pour le deuxième, c'était clair que voilà, ce serait en Angleterre plutôt qu'en France. Et aussi parce que, finalement, bah, accoucher en Angleterre, ça rendait mon projet d'accoucher à la maison beaucoup plus facile. Il faut savoir que la région dans laquelle je suis en Angleterre, qui est, au nord de Brighton, environ, 10 des femmes accouchent à la maison. Je te parle de ça parce que aussi, le système anglais est complètement différent du système français et que j'ai pu expérimenter les 2 et voir à quel point le système français, il était, ultra médicalisé, alors que le système anglais, ben, pour les Anglais, accoucher, c'est quelque chose de complètement naturel que les femmes font depuis la nuit des temps et il y a aucune raison que ça se passe mal. Donc quand tu es enceinte en Angleterre, tu ne vois aucun docteur, aucun gynéco. Tu es juste sans arrêt et exclusivement, on va dire, exclusivement suivie par des sages-femmes. J'ai absolument personne qui a regardé mon vagin. J'ai pas eu de prise de sang tous les mois comme on peut avoir en France. Mes rendez-vous ici, c'était, tous les mois avec une sage-femme, certes, mais c'était un rendez-vous où elle faisait que, mesurer mon ventre, me faire écouter le battement du cœur de mon bébé et me faire, pipi, me faire pipi et regarder sur une bandelette si tout allait bien. Bref, dans le système anglais est vraiment, vraiment fait pour que, ben, on part vraiment du principe, en fait, que tout va bien se passer et que si quelque chose se complique, ben, là, on va ajuster et faire avec les complications qui viennent et là, éventuellement, il y aura un médecin qui va venir, mais voilà. En Angleterre aussi, personne ne m'a parlé péridurale. Vraiment, ça a été un sujet qui n'a pas du tout été abordé et quand on m'a demandé où je voulais accoucher et que j'ai répondu que je voulais accoucher à domicile, on m'a juste dit que, bah, voilà, il suffisait simplement, d'appeler le service maternité, quand je commençais à avoir des contractions rapprochées et que la sage-femme de garde, viendrait à domicile pour m'aider et il y aurait une première sage-femme qui vient et quand vraiment, ce sera le moment d'accoucher, on va appeler une deuxième sage-femme qui viendra en renfort. Ce qui, moi, en tant que femme qui accouchait pour la première fois, ça me rassurait. Je trouvais ça, plutôt chouette. Nous avions quand même pris, à côté des sages-femmes, on avait pris une doula pour avoir un accompagnement, supplémentaire. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une doula, une femme, c'est excusez-moi, une doula, c'est une femme qui a suivi un cursus d'aide à l'accouchement qui est alternatif. Donc c'est pas, le cursus des sages-femmes, c'est vraiment, elles ont leurs propres écoles et elles apprennent vraiment comment faire à l'ancienne, comment accompagner les personnes. Elles apprennent d'autres techniques plus alternatives, comme t'aider avec l'aromathérapie ou des massages ou des choses comme ça et elles sont vraiment là pour, aider, à la fois la mère et le père, donc vraiment, quand il y a besoin, ben, elles peuvent prendre le relais si ton partenaire il est fatigué, qu'il a besoin d'aller dormir, ou si lui n'en peut plus ou des choses comme ça, peut t'aider à aller aux toilettes, à ranger les choses, à te faire à manger s'il y a besoin, vérifier que tu es hydratée. Enfin, vraiment c'est une aide, voilà, pour toi et un confort supplémentaire. Et pour moi, c'était juste réconfortant d'avoir une personne fixe, dans le sens où je pouvais compter sur le fait qu'il y aurait au moins une personne qui m'a suivie, du début de ma grossesse, jusqu'à la fin, qui soit, la même personne et que ce soit pas seulement la sage-femme de garde
qui, pouvait très bien être la sage-femme qui m'a suivie, comme ça pouvait être quelqu'un, qui était totalement inconnu pour moi. Il faut bien, savoir que, ben, la doula, c'est quelqu'un que tu payes de ta poche, c'est pas remboursé. Mais alors pour le coup, c'est un coût que j'ai jamais regretté, bien au contraire, c'est vraiment l'investissement que je referais encore et encore, tellement c'était, parfait pour nous. Pour donner un peu de contexte à aussi, ce qui s'est passé dans mon cas, il faut bien savoir aussi qu'en Angleterre, il y a pas de troisième écho, d'échographie de fait si tout va bien, en fait. Tu en as que 2, une, au tout début, de ta grossesse pour vérifier que tout va bien et une après pour te dire si c'est un garçon ou une fille, mais la sécu, ne te paye que 2 échographies. Ils en font une troisième que si, voilà, ils sentent qu'il y a quelque chose. Donc comme moi, tout allait bien, je n'ai eu que 2 échos et en fait, à la fin, ben, tu as des sages-femmes qui te palpent le ventre et qui vérifient juste que ton enfant est dans le bon sens. Comme, j'ai déménagé, on a décidé de déménager, alors que j'étais, sur mon troisième trimestre et que j'étais bien, bien enceinte, vers mes 7-8 mois, bah, en fait, je me suis retrouvée, entre les mains de 3 sages-femmes différentes qui toutes, m'ont tâtée et m'ont dit, que, mon bébé était en parfaite position, la tête en bas, les fesses en haut, et que, voilà, je pouvais, accoucher par voie basse sans aucun problème. Ce qui, à ce moment-là, était un grand soulagement pour moi, parce qu'il faut bien comprendre que la seule peur que j'avais pendant toute ma grossesse, c'était que mon enfant ne se retourne pas, comme, ben, moi, finalement, je m'étais pas retournée dans le ventre de ma mère et donc j'avais vraiment peur que mon bébé fasse la même chose que moi. Arrive, 1 semaine avant la date du terme et la sage-femme m'annonce à ce moment-là qu'il y a un risque que le service d'accouchement à domicile, en fait, soit fermé parce qu'on est en août et qu'en fait, ils sont en grand manque d'effectifs d'ambulanciers et de sages-femmes et qu'il y a un gros problème, bah, c'est les vacances d'été, il y a les sages-femmes qui sont malades, les ambulanciers qui sont malades, il y en a qui doivent s'isoler parce qu'ils ont le covid. En plus, on vient d'avoir le Brexit, donc il y a plein de travailleurs étrangers qui ne peuvent plus être là. Bref, ils sont en grand sous-effectif et voilà, il y a des chances que ce soit pas possible. Au début, cette annonce, m'a un peu perturbée parce que, voilà, c'était pas prévu et en fait, je me suis posée avec mon chéri et on a réfléchi: «Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, si, en fait, le jour où j'accouche, bah, il y a pas de service, et qu'il y a pas de sage-femme qui peut venir à domicile?» Et en fait, plus on en a discuté, plus on a réfléchi, plus on s'est dit: «Bah, en fait, c'est pas grave, on a une doula qui vient et si le service n'est pas là, si c'est pas possible et ben, on accouchera quand même à la maison» parce que je préférerais vraiment accoucher à la maison que d'être transportée à l'hôpital. Bon, arrive le jour J. C'est presque comique, mais en fait, mon chéri devait monter à Londres pour travailler une journée et on s'était dit que le meilleur moment pour lui d'y aller, c'était, ben, la veille de ma date de terme parce que, les chances que j'accouche à la date qu'on a prévue sont, de 3 ou 4 donc vraiment, on s'est bien dit que si voilà, il y avait un jour où j'allais pas accoucher, c'était celui-là et ma date de terme d'ailleurs était prévue, vendredi 13. C'est voilà et donc mon chéri part à Londres la veille pour être d'attaque le matin. Il part le 11 au soir et arrive le 12 au matin. Je commence à perdre les os à 7 heures du matin et je me dis: «Mais moi, j'étais persuadée que j'avais encore une semaine avant que bébé arrive. Hem, En même temps, bon, ça tombait bien parce que je perds mes os, le jour où, j'ai rendez-vous de toute façon le matin avec ma sage-femme, qui était un rendez-vous prévu depuis longtemps et rendez-vous avec, une dame pour me faire de l'acupuncture en début d'après-midi. Je commence quand même avec mes parents à gonfler la piscine dans le salon parce que, mes parents étaient venus en renfort, cette semaine-là pour, nous aider. Je vais à mon rendez-vous à la sage-femme et la sage-femme me confirme que le bébé est bien en position, la tête est bien engagée, mais elle me dit que vu que je perds pas beaucoup, parce que alors moi c'est vraiment ça a commencé, un petit peu parce que quand tu perds les os, c'est pas forcément, les 1 litre d'eau qui passe comme ça, même si c'est possible et elle me dit que bon, ça peut durer, plusieurs jours, que j'ai probablement juste, perdu, ce qu'on appelle le bouchon muqueux et elle s'inquiète pas. D'après elle, vraiment, c'est pas pour aujourd'hui. Donc je vais à mon rendez-vous d'acupuncture en précisant bien à la dame que je veux qu'elle me fasse des points juste pour me déstresser et m'aider mentalement, mais surtout pas des points pour accélérer le processus puisque, le but, c'est de pas accélérer mon chéri n'étant pas là. Mais là, je sors de mon rendez-vous d'acupuncture et je comprends en fait que, voilà, mes contractions sont de plus en plus régulières, de plus en plus proches et je sens que c'est pour aujourd'hui.
Donc je rapatrie mon homme, je chasse mes parents parce que même si, j'étais très contente de les avoir, proches de moi, je ne les voulais pas pour mon accouchement. Je regrette pas ma décision d'ailleurs parce que en fait, c'est suffisamment difficile pour ton propre partenaire de te voir, hurler douleur. Je voulais pas que mes parents voient ça. Donc je récupère mon chéri à la gare, on finit de préparer la piscine et vers 21h-21h30, les contractions commencent vraiment à être fortes, donc je rentre dans l'eau et on fait venir ma doula. Mon chéri à ce moment-là appelle aussi la maternité pour dire que le travail commence et là, on nous annonce que le service est bien annulé pour la nuit et il tombe sur une sage-femme, jeune, un peu stressée, qui essaye vraiment de nous convaincre de venir accoucher à l'hôpital et qui utilise même l'argument, de nous dire qu'accoucher seule à la maison, c'est illégal. Chose qui est complètement fausse. Donc on reste calme, ferme dans notre décision, mais on lui promet de la tenir au courant de l'avancée de l'accouchement. Pendant le travail, la doula s'assure que je reste hydratée, car j'ai absolument tout vomi, ce que j'ai pu manger. Parce que ça aussi, personne t'en parle, mais en fait, quand tu as des contractions fortes comme ça, tu peux vomir, soit de douleur, soit parce que tout simplement ton corps a besoin de toute l'énergie possible pour l'accouchement et donc il peut pas passer de dépenser de l'énergie à digérer et du coup, il va te faire vomir pour que, voilà, il ait pas à digérer et puisse vraiment se concentrer sur ce qu'il est en train de faire. Elle m'aide aussi, à vocaliser des sons graves pendant les contractions, chose que je me retrouve à faire des sons que je n'ai absolument jamais fait de ma vie, complètement animal, complètement primaire, mais en fait qui m'aident beaucoup. Surtout que ce stade en fait, il est assez violent parce qu'il y a la fatigue physique, il y a la fatigue mentale qui commence et puis les contractions semblent interminables, elles sont de plus en plus rapprochées donc le temps de repos entre les contractions, ben, il y en a presque plus. Je suis vraiment concentrée sur ma respiration, en train de visualiser des vagues qui viennent, qui repartent. Je m'accroche de toutes mes forces à mon homme au point de le mordre parfois. Je vais pas mentir, j'étais aussi en train de prier pour que ça se termine. Je n'en pouvais plus. C'est vraiment intense comme douleur et encore, il y a un moment donné, j'ai dû me sortir de la piscine pour aller aux toilettes et je me suis vraiment rendu compte à quel point, l'eau rendait les choses, plus, comment dire? C'était quand même dur, mais c'était moins fort qu'en dehors de l'eau. Et à un moment donné, il y a un truc qui change dans mon corps. J'ai aucune idée de l'heure, je sais pas combien de temps il s'est passé, mais mon corps se met à pousser. Et vraiment pour le coup, c'est pas moi qui pousse, je suis pas en train de penser à pousser, c'est vraiment tout mon ventre qui change et qui les spasmes se enfin, je sais pas comment l'expliquer autre que un peu comme quand tu vomis et que ton corps, il essaye de pousser les aliments vers l'extérieur. Bah, c'est la même chose. Ton corps là, il se met à pousser et honnêtement, il y a un espèce de je me dis: «Ah enfin on se rapproche de la fin» et quand tu pousses comme ça, tu sens, la tête de ton bébé qui descend et tu dis: «Oh yes!» Puis ça remonte. Oh tu fais: «Oh non!» et puis ça descend, tu fais: «Oh yes!» Puis ça remonte, tu fais: «Oh non!» et en fait ça fait ça plusieurs fois, parce qu'il faut laisser en fait le temps au col de l'utérus de vraiment se détendre et d'ouvrir le passage. Mais c'est super frustrant à chaque fois que la tête remonte parce que tu dis: «Oh non, je veux que ça soit fini». Et puis finalement, il arrive le moment où tu sens que la tête, elle est quasiment là et là, je touche avec mes doigts, je sens la tête et une vague de soulagement m'envahit. Je sens que la fin est proche. Ma doula m'a dit après coup que c'est hyper important de laisser la mère mettre sa main entre ses jambes et de sentir la tête venir parce que ça a un effet extrêmement, puissant, bénéfique et relaxant. Et je dois dire que j'étais tellement heureuse de toucher la tête que je voulais le partager avec mon chéri et donc je lui dis, je lui demande de toucher et là, il touche et puis il me regarde, puis il regarde la doula et il dit un truc auquel je ne m'attendais pas. Mais il me dit, «C'est vachement mou. Est-ce que c'est possible que la poche soit intacte et que c'est ça que je sens?» parce qu'on avait vu, des accouchements, des vidéos où la femme accouche et le liquide, enfin le sac amniotique est en fait intact et donc le bébé arrive avec le sac. Ce à quoi ma doula répond que, ben, c'est rare mais que c'est possible. Donc elle sort un miroir, elle me demande si je peux regarder. Parce que la doula, elle est toujours hyper respectueuse, elle demande toujours si c'est OK. Je lui dis: «Bien sûr» et en fait, quand elle regarde, elle sa tête change, son expression change et là, elle m'explique que c'est pas la tête, mais que ce sont les fesses de mon bébé qui sont là. Et à partir de ce moment-là, tout a été très vite. La doula qui jusqu'ici avait été très tendre et douce a pris une voix de maman et un ton qui ne laisse pas de place au doute et voilà, c'est comme ça et elle m'a ordonné de me mettre debout et de laisser la gravité faire sans toucher. C'est ce que j'ai fait. Je me suis mis debout et c'était très, très rapide à partir de ce moment-là. En 2-3 minutes, ma fille était là.
Je dois dire que sur le coup, je lui suis mais tellement reconnaissante à ce moment-là, d'avoir pris les commandes parce que ni moi ni mon partenaire, on a eu le temps de se poser des questions ou d'avoir eu peur. Enfin surtout moi parce que mon chéri, lui, il avait lu, toutes les histoires, de naissance naturelle dans le livre d'une sage-femme qui s'appelle Ina May Gaskin. Ce livre, il est fabuleux. S'il y a un seul livre à lire pendant la grossesse, c'est celui-là. C'est Le guide de la naissance naturelle. Et elle parle notamment dans son livre de naissance, enfin de femmes en tout cas, qui ont donné naissance à des bébés par le siège. Donc lui, il était très calme face à la situation. Mais moi, pour rappel, c'était ma peur pendant toute ma grossesse. Mais là, j'ai pas eu le temps d'avoir peur. Je pense qu'on est aussi un peu dans un état second quand on accouche. Donc à partir du moment où elle me demande de me mettre debout, je puise vraiment dans mes dernières forces parce que finalement c'est pas évident. Je me mets debout et j'ai juste le temps, je me souviendrai toujours de cette image, de voir, le corps de ma fille pendre entre mes jambes, tenue par la tête, avant de tomber dans l'eau et je précise que quand je dis tomber, elle s'est pas fait mal, j'étais juste au-dessus de l'eau, elle a juste gentiment atterri dans l'eau. Hem voilà, ça a été très rapide, très vite, sans douleur. Mon seul petit regret, c'est que j'aurais aimé prendre plus mon temps pour la sortir de l'eau et la mettre sur moi, parce qu'en fait, un bébé, tant qu'il n'a pas respiré, eh ben, il peut rester dans l'eau aussi longtemps que l'on veut. Et voilà, c'est pas encore, les voies sont pas encore ouvertes, il n'a pas changé sa manière de respirer. Euh, Là, j'avoue que c'était un moment où tout est passé très vite, donc je l'ai vite pris sur moi. Ma doula m'a dit de lui frotter gentiment le dos pour justement, aider mon bébé à prendre sa première respiration et faire son premier cri. J'avoue que c'est juste un moment magique, c'est difficile de décrire quand tu vois ton bébé pour la première fois. Mais j'ai ensuite vraiment eu le temps d'être le témoin privilégié parce que c'était juste nous, il y avait moi, mon chéri, la doula, de pouvoir mettre mon bébé sur moi et de lui laisser faire, c'est vraiment un réflexe archaïque. Mais en fait, le bébé, il peut ramper jusqu'à toi, trouver ton sein et commencer à téter, en fait. Et c'est ce que certaines personnes appellent, l'heure d'or ou le golden hour, qui est tellement important parce que si tu prends ce temps de laisser, ton bébé, voilà, ramper comme il peut, trouver le sein sans l'aider, ben, en fait, les chances que ton allaitement derrière se passe mieux sont exponentielles. Donc on fait ça. Mon corps, lui, continuait à avoir des contractions parce qu'il me restait ce qu'on appelle le 2e accouchement et dont on parle très peu, qui est, l'accouchement du placenta. Parce que le placenta, mine de rien, eh ben, c'est pas un petit truc, c'est un gros truc, ça fait la taille d'une assiette et moi, mon placenta ne voulait pas sortir. En soi, rien d'anormal, ma doula m'avait prévenu que quand tu accouches à la maison, le placenta peut mettre entre 7 à 8 heures à sortir. Mais c'est quelque chose qui est complètement inconcevable pour l'hôpital. Les gens paniquent à partir du moment où ton placenta n'est pas sorti après 1 heure. Donc mon chéri, qui était régulièrement en contact avec le service de garde, a, la jeune femme au bout du fil qu'on avait depuis le début, qui elle commence à paniquer et qui commence à parler de me rapatrier à l'hôpital d'urgence pour aller en salle d'opération. On refuse une première fois poliment, puis on se fait, rappeler par la chef de service qui insiste lourdement et qui insiste pour me parler. Je dois avouer qu'à ce moment-là, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus et je cherche juste un argument implacable pour qu'on me foute la paix. Donc je lui dis clairement que, dans mon expérience, ma meilleure amie et ma sœur ont failli mourir en salle d'opération parce qu'on a tiré trop violemment sur leur placenta et qu'elles ont fait une hémorragie et que c'est vraiment pas quelque chose que je souhaite pour moi. Et une fois que j'ai dit ça, on me laisse tranquille. Surtout que je saigne peu et je vais bien a priori, je suis encore lucide, tout se passe bien. Je suis juste épuisée par l'accouchement. Un autre bon signe, c'est que les contractions continuent, ce qui veut dire que mon corps sait qu'il y a encore quelque chose qui doit sortir et on reste juste campés sur nos positions. Je fais une petite parenthèse, mais ce qui m'a vachement aidée dans ce genre de moment-là, c'était quelque chose que j'ai appris dans mon cours de hypnobirthing, c'est la méthode BRAIN. Alors BRAIN, ça veut dire, cerveau en anglais et ce sont des acronymes pour le B et le R, c'est pour bénéfices et risques. Donc quels sont les bénéfices à aller à l'hôpital? Quels sont les risques si j'y vais? Essayer d'évaluer pour moi ce qui semble bénéfice, ce qui semble risque. Le A, c'est pour alternative. Toujours demander quelle est l'alternative si tu veux pas faire ça. I, c'est pour intuition. Que te dit ton intuition? Et le N, c'est pour néant ou nothing, enfin rien. Qu'est-ce qui se passe si tu ne fais rien? Qu'est-ce qui se passe si tu ne fais rien pendant 5 minutes? Qu'est-ce qui se passe si tu fais rien pendant 10 minutes? Et ça vraiment, c'est quelque chose qui m'a c'est quelque chose qui m'a aidée pour mon accouchement, mais pas que, qui m'aide encore aujourd'hui dans certaines décisions.
Et donc quand on demande, justement, l'alternative et qu'on reste complet sur l'opposition, qu'on veut pas y aller, en fait, ce qui se passe, c'est que vers 7h30 arrivent les sages-femmes de garde du jour. Et à ce moment-là, je ne le sais pas, mais en fait, ils sont tellement flippés à la maternité qu'on m'a envoyé les sages-femmes les plus, celles qui ont le plus d'ancienneté et qui savent le mieux, enfin le plus d'expérience. Et 2 femmes arrivent et la première chose qu'elles font, je m'en souviendrai toujours, c'est commencer par me féliciter d'avoir accouché seule, d'un bébé en siège à la maison. Et là, je comprends en fait que mon histoire a déjà fait le tour du service. Elles m'observent, elles voient que mon placenta, en fait, il est juste coincé parce que mon col de l'utérus s'est refermé trop vite. Et donc elles me proposent, de faire une piqûre d'oxytocine. Alors l'oxytocine, c'est l'hormone de l'amour, mais c'est l'hormone que tu utilises le plus, en fait, quand tu accouches. Et à ce moment-là, j'en peux tellement plus que j'accepte avec grand plaisir la piqûre. Elles attendent 2 minutes et elles commencent gentiment à tirer sur le cordon pour faire sortir le placenta en douceur et ça se passe vraiment, simplement, facilement. Et je me suis vraiment dit, après que ce soit fini, que je suis tellement heureuse de mon choix et d'être restée dans ce qui était juste et aligné pour moi, parce que cette solution, en fait, elle était tellement moins invasive et faite dans le respect de moi, sans avoir besoin de quitter, mon cocon, mon chéri, mon bébé. Bref, je regrette pas. Ensuite, arrive le moment de couper le cordon et on en avait parlé avec mon chéri avant et on avait décidé que symboliquement, on trouvait que ce serait plus chouette que ce soit moi qui coupe le cordon parce que j'avais porté bébé dans mon ventre pendant 9 mois et que finalement c'était juste que ce soit moi qui le coupe. Je peux dire que le cordon, on n'en parle pas assez, mais c'est vachement dur, c'est vachement glissant et c'est pas évident en fait de le couper. Heureusement, ils ont des ciseaux spéciaux pour ça et ça se fait, voilà, c'est juste pas évident. Bref. Une fois que c'est fait, que le cordon est coupé, les sages-femmes regardent ma fille, vérifient juste que tout va bien, prennent une petite goutte de sang et vraiment nous laissent tranquilles. Les mesures pesées bébé, ça se passe le lendemain, en fait, avec la sage-femme du lendemain qui, vient à la maison. Les Anglais ayant vraiment l'habitude de voilà, que tu peux accoucher à la maison. La doula nous a aidés à ranger, nous on est partis se coucher parce qu'on était crevés, on n'avait pas dormi de la nuit et quelques heures plus tard est passée une autre doula qu'on avait engagée pour faire des remèdes avec le placenta. Donc elle a récupéré le placenta qu'on avait mis dans un puerroir au frigo pour faire différents remèdes, de la teinture mère, des capsules et surtout un qui me tenait beaucoup à cœur, c'était de faire de l'homéopathie. Donc en fait, tu peux prendre un petit morceau, il y a juste besoin d'un petit morceau du placenta pour faire de l'homéopathie. L'avantage de ça, c'est que du coup, tu as l'homéopathie pour la maman et pour le bébé qui est vraiment, adapté à ton ADN, à toi et qui te permet de récupérer plus vite de ton accouchement et plus vite de tes forces et en fait, cette homéopathie, tu peux le garder à vie aussi longtemps que tu veux. Ensuite sont devenus mes parents. Ça a été un grand moment parce que ma mère quand elle est partie, elle savait pas que mon bébé allait arriver en siège et donc quand je lui ai raconté que j'ai accouché par voie basse d'un bébé en siège, alors que ma mère qui, elle, avait vécu ça, mais avait dû passer à l'hôpital, on l'avait un peu forcée ou poussée à faire une césarienne, ben, ça a réparé quelque chose. Ça a vraiment, j'ai vu dans son regard quelque chose changer et un truc genre: «Waouh, OK, c'est possible» et comme si ça ouvrait une porte des possibles. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là qu'en fait, tout était parfait, que ma fille avait réussi à passer inaperçue, que parce qu'il y avait pas cette 3e écho, parce que j'avais accouché en France, j'ai pas eu le stress de gens qui me disent, «Ah bah non, elle s'est pas retournée, qu'est-ce qu'on fait?» et cetera. Parce que j'ai une copine qui s'est retrouvée dans ce cas, c'était son 3e bébé qui était en siège et elle, en fait, elle a eu tout le stress du personnel médical, hospitalier qui essayait de la pousser à faire une césarienne et en fait, elle a aussi choisi comme moi, d'accoucher, naturellement et elle, c'était son 3e enfant et elle m'a dit pareil que ça s'est passé c'était son accouchement le plus rapide, le plus simple et aussi, j'ai oublié de dire mais j'ai pas déchiré parce qu'en fait, quand tu accouches en siège, les fesses, c'est plus petit que la tête et en fait, du coup, ta peau a vraiment le temps de s'écarter, de se dilater sans avoir besoin de déchirer. Donc je pense que si je retombe enceinte, j'ai presque envie que ce soit de nouveau un siège parce que vraiment, dans mon expérience et l'expérience de mon entourage, c'est plutôt facile. Alors je sais qu'il peut y avoir des complications, mais là pour le coup, j'en ai pas eu et je veux pas vraiment savoir ce qu'il y a comme complications parce que ça me va très bien. Voilà. Si tu m'as écoutée jusque-là, merci beaucoup. Je voudrais aussi que cet épisode soit pas juste un épisode où je raconte ce qui s'est passé, mais que ce soit aussi utile aux femmes qui vont accoucher. Donc, je voudrais partager un peu ce que moi j'ai mis en place pour avoir un accouchement dans les meilleures conditions possibles et ce que je mettrais en place maintenant si je devais le refaire.
Alors, précision, tu n'as pas besoin de prendre de notes de ce que je vais dire, parce que je t'ai fait un PDF récapitulatif avec tout ça, et tu peux juste le télécharger et le garder dans un coin. Hem, une des choses que j'ai fait pour travailler sur mes peurs et travailler sur les traumas de ma fausse couche, bien évidemment, j'ai fait des séances de Theta Healing parce que c'est ma méthode préférée. J'ai fait aussi des séances avec d'autres méthodes pour vraiment faire en sorte de libérer les traumas qu'il y avait pu avoir à cet endroit-là et rendre mon utérus le plus accueillant possible. Voilà, avec des belles énergies et que ça se passe le mieux possible et me libérer des bagages ancestraux qu'il pouvait y avoir, par rapport à tout ça. Une autre chose que j'ai fait, parce que j'ai vraiment ressenti, l'appel et le besoin quand j'étais enceinte de m'entourer d'autres femmes, j'ai créé aussi un groupe WhatsApp avec des femmes, 5 autres femmes qui étaient, enceintes plus ou moins comme moi, à quelques mois près et ce groupe, ben, il est encore, actif aujourd'hui et ma fille a maintenant 2 ans et vraiment c'est un groupe de soutien. Je remercierai jamais assez les femmes de ce groupe d'avoir été là pour moi et c'est vraiment un groupe où on peut échanger, en toute authenticité, des choses, réelles de ce qu'on vit en tant que maman. J'ai cherché une doula aussi, je savais que les doulas existaient. Personnellement, moi, c'était sur, le site de l'école anglaise. En fait, il y a des sites qui font annuaire et qui répertorient tout un tas de doulas. Donc, si jamais tu es en Angleterre, ben, le site c'est doula.org.uk et si tu es en France, tu peux aller sur des sites comme, doula, au pluriel, .info et tu as un annuaire, de personnes. N'hésite pas à en contacter plusieurs et voir quelle est la personne qui te convient. Parce que nous, la première qu'on avait choisie, finalement, c'était pas la bonne et la deuxième, par contre, c'était un match parfait. D'ailleurs, j'ai tellement bien choisi ma doula que ma doula m'a pistonnée vers un cercle de parole de femmes enceintes et de nouvelles mamans. Donc, c'est un cercle où, tu peux aller que si tu es enceinte ou que ton bébé a moins de 9 mois. Donc c'est vraiment pour ce passage-là et ce cercle m'a été d'un grand soutien, d'une grande aide. Je pouvais y aller toutes les semaines, parler de mes inquiétudes, échanger avec des mamans qui venaient de passer par là. Elles ont même fait un petit rituel avant mon accouchement. Les mamans de ce cercle-là ont aussi allumé une bougie pour moi au moment où j'accouchais. Donc voilà, je me suis vraiment sentie, soutenue par les femmes, que je remercie toutes d'ailleurs. L'autre chose que j'ai fait aussi, c'est que j'en ai parlé un peu, mais j'ai suivi ce cours de hypnobirthing. Le cours que moi j'ai suivi, il était, anglophone parce que mon chéri est anglais, j'ai choisi un cours, qu'on puisse comprendre tous les 2. Mais si tu parles pas anglais, le cours que je recommande, c'est celui de Quantique Mama. Elle fait, des cours de préparation à la naissance. Il y en a même un qui est gratuit sur son site et elle a des cours qui sont plus complets. Elle fait des réductions régulièrement. Je dis ça, j'ai aucun lien d'affilié. C'est vraiment, juste parce que voilà, je sais qu'elle fait du bon travail. Le dernier mois de ma grossesse, j'ai aussi écouté une hypnose quasiment tous les soirs de préparation. L'hypnose que moi j'ai utilisée, elle est plus en ligne, mais il doit bien en exister d'autres. Et si tu ne trouves pas d'hypnose, tu peux aussi juste faire une liste d'affirmations positives que tu te mets quelque part ou que tu peux voir dans ta chambre ou dans la salle d'accouchement, juste pour préparer ton inconscient aussi à ce que ça se passe bien. Ma doula m'avait poussée, je sais pas si c'est pareil en France, mais moi, elle m'avait poussée à faire ce qu'on appelle un projet de naissance. Donc c'est vraiment une liste de, tout ce qui est important pour moi, ce que je veux qu'on fasse à ma naissance, donc en fait, l'idéal, enfin, tu as un peu le scénario 1 où c'est comment tu aimerais que ça se passe idéalement, puis le scénario 2 si ça se passe pas exactement comme tu as prévu, que tu dois aller à l'hôpital, quels sont tes souhaits à ce moment-là. Et le but d'avoir ton projet de naissance, c'est que, ben, ta doula, elle va faire en sorte que ce soit respecté le plus possible et parce que toi, au moment où tu es en train de de pousser et d'accoucher, tu pas ton esprit, il est pas clair, donc faut le faire avant. Moi, j'avais utilisé une application qui est anglaise, mais qui s'appelle My Birthday Wishes, mais tu peux juste faire, une liste. Tu peux utiliser des symboles si tu veux. Enfin, voilà, tu peux vraiment t'amuser à faire, ton projet de naissance tel qu'il te plaît. Un mois après, je crois, ou quelques semaines après avoir accouché, j'ai fait aussi une cérémonie qui s'appelle, en anglais «closing the bones», qui est vraiment là pour refermer les os de ta hanche. Parce que quand tu accouches, ben, tout s'écarte un peu, tout est grand ouvert. Tout est grand et ouvert aussi énergétiquement et c'est bien de venir refermer tout ça. En France, on a ce qu'on appelle les soins Rebozo qui sont plus connus et qui sont similaires, peu importe que ce soit l'un ou l'autre. D'ailleurs, ce sont vraiment des cérémonies où on vient mettre, des écharpes autour de ta hanche qu'on vient resserrer. C'est doux, ça fait pas mal et ça permet vraiment à ton corps et ta hanche de récupérer une certaine stabilité et vraiment de récupérer plus facilement après ton accouchement. Voilà ce que moi j'ai pu, mettre en place. Si c'était à refaire, les seules choses que je changerais, nous on avait pris, 3 ou 4 jours seuls avant que mes parents reviennent, mais vraiment la prochaine fois, je prendrais une semaine seule avec, juste mon bébé, mon chéri,
pour avoir juste une semaine où on peut être dans notre bulle, créer de nouvelles dynamiques, accueillir ce bébé et créer voilà un passage en douceur avant que d'autres personnes arrivent. Ça, c'est ce que je changerais. Je pense que je préparerais mon mois d'or un peu mieux. Ce qu'on appelle le mois d'or ou le 4e trimestre, ce sont les 3 mois qui sont juste après l'accouchement et c'est vraiment important, ces 3 mois-là, de manger comme il faut pour récupérer des forces. Il y a plein de choses que tu peux faire pour aider la transition parce que pour le bébé, c'est vraiment important de faire du pot à pot dans ce moment-là, d'être proche de toi parce qu'il arrive dans un monde, voilà, qui est complètement différent de ce qu'il a vécu pendant 9 mois. Et pour mieux préparer ce mois d'or, je ferai un truc que les Anglais font, ça s'appelle le meal train. Si je devais traduire littéralement, ça s'appelle le train repas. Mais je pense que si je devais traduire, je dirais plutôt, c'est le relais repas. En fait, tu peux mettre en place avec tes amis et ta famille que, des gens viennent te faire à manger pour ton midi, pour ton dîner et décider, qui vient, le jour, 1, le jour 2, le jour 3 après ton accouchement. Nous, on a, une amie qui est venue nous apporter à manger, je sais plus quel jour après. Elle nous a fait un grand plat de dalles et c'est génial, elle est même pas venue dans la maison, elle nous l'a déposé devant la porte et on avait cette grande casserole et c'était tellement agréable de pas avoir à cuisiner parce que vraiment tu pas la tête à ça et en fait, quand on vient d'accoucher, on veut pas des cadeaux, des fleurs, on veut juste des gens qui nous aident à faire le ménage, à faire à manger, des trucs comme ça. Donc voilà, si je devais changer quelque chose, j'organiserais ça mieux. Il y a un site anglais sur lequel tu peux organiser ça, qui s'appelle mealtrain.com, mais tu peux le faire à la main, bien évidemment, et juste demander voilà, à tes amis de venir t'apporter des repas. Voilà, je crois que c'est tout. Donc encore une fois, tout ça, tu vas le retrouver en description de cet épisode et dans le PDF que tu vas pouvoir télécharger. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, si tu as des questions, à me les laisser en commentaire et je répondrai avec plaisir. Sur ce, merci et à la prochaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un beau moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gates. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans En toute vulnérabilité.